Chers téléspectateurs de Yosa Télévision, bienvenue dans votre émission Parlons Éducation, votre émission qui vous est présentée par Dieudonné Kapajika, initiée par Monsieur Gérald de Moulinda. Nous sommes ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, un pays immense, à la richesse tant dans ses ressources naturelles que humaines. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne l'informatique. Dans ce sujet concernant l'informatique, nous avons constaté que l'évolution de la technologie nous a amenés à aller plus loin dans la réflexion, mais aussi dans l'action. Et aujourd'hui, nous allons prendre une partie réflexion pour aider nos élèves et nos enseignants dans les écoles, les universités, les parents, pourquoi pas, dans leurs administrations, dans leur travail, pour arriver à réfléchir dans un cours d'idées avec ce que nous appelons l'intelligence artificielle. Pour en parler ce soir, nous aurons sur ces plateaux M. Gérald de Moulinda, qui est l'initiateur de cette émission Parlons Éducation, ici sur Yosra Télévision avec Malaika Média. M. Gérald est professeur aux humanités à l'école Collège Prince de la Paix. Il est conseiller en orientation professionnelle et scolaire. Et aujourd'hui, il va nous parler de comment l'intelligence artificielle est utilisée dans les milieux éducatifs et administratifs en République démocratique du Congo. Monsieur Gérald de Moulinda, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dieudonné. Ça fait un bon moment que nos téléspectateurs ne vous ont pas vu sur les plateaux et nous vous souhaitons un bon retour de la conférence Mansa d'où vous étiez au Togo. Et pouvez-vous nous dire en quoi consistaient les assises de Mansa au Togo? Merci beaucoup pour la question. Je rends grâce à Dieu qui a permis à ce que je sois à nouveau là pour parler de l'éducation, un domaine qui nous passionne beaucoup. Alors nous étions justement à Lomé au Togo pour participer au 5e rendez-vous de Mansa où nous étions allés expliquer le travail que nous faisons en tant que club Mansa en République démocratique du Congo, parce que là je suis coordinateur national du club Mansa de la RDC et en même temps président du club Mansa Kinshasa Patrice Lumumba. Et donc nous avons expliqué quelle était la mission. Notre mission est de pouvoir repenser et transformer l'Afrique et aussi inspirer le monde. Et nous avons expliqué quelles sont les actions que nous menons pour pouvoir accomplir cette mission au niveau de clubs locaux ou locaux. Donc voilà. Mesdames et messieurs, nous parlerons du Mansa au cours de notre émission. Mansa est une plateforme panafricaine qui permet à la jeunesse de s'exprimer et de faire entendre son opinion sur la gestion tant politique que civile ou sociale de pays africains. Et Mansa, 5e édition, c'était au Togo. Aujourd'hui, nous parlons de l'intelligence artificielle, qui est le fruit de la science informatique, qui est utilisée partout, à l'école, à l'université et même dans les administrations, comme cela est l'objectif de notre intervention de ce soir. Monsieur Gérald de Moulinda, comment pouvez-vous faire comprendre à notre public ce que c'est que l'intelligence artificielle et pourquoi on en parle autant dans nos milieux actuellement et pourquoi ça de l'ampleur et qu'aujourd'hui, même sur notre plateau télévisé, nous devrions en parler pour informer nos téléspectateurs? Bon, d'entrée de jeu, nous voulons d'abord dans cette émission sensibiliser les acteurs éducatifs, notamment les enseignants, les élèves. Nous sommes en train de les sensibiliser en vue de leur montrer la bonne utilisation de l'IA. Il y a souvent des questions qu'on se pose. Est-ce qu'on doit rejeter cette technologie ou on doit l'accepter? Moi, je pense que nous devons l'accepter, mais nous devons savoir comment l'utiliser et nous sommes là pour partager notre expérience dans l'utilisation de l'IA. Alors, pour vous répondre à votre question, l'IA c'est une technologie majeure, n'est-ce pas? Une technologie qui vient révolutionner le monde informatique, un peu comme l'arrivée de l'Internet, n'est-ce pas? Alors, voilà pourquoi on en parle autant, parce que l'IA est dotée de beaucoup de capacités humaines, et notamment, parmi ces capacités, nous pouvons dire l'IA est capable de tenir des conversations. Vous pouvez tenir des conversations avec l'IA. L'IA a la capacité, une grande capacité de compréhension, d'écoute, n'est-ce pas? Vous pouvez également générer des textes avec l'IA. Vous pouvez aussi, l'IA aide dans le fonctionnement de beaucoup d'appareils, de beaucoup de machines. Aujourd'hui, on crée des robots humanoïdes grâce à l'IA. Voyez-vous, et il y a aussi beaucoup d'autres capacités que l'IA dispose, qui avant n'appartenaient qu'à l'humain. Aujourd'hui, l'IA en tant que machine, en tant que moyen informatique, est dotée de ces capacités. Donc voilà pourquoi on en parle autant, aussi bien dans le milieu éducatif que par ailleurs. Alors, en plus de cela, avec l'IA, vous pouvez corriger des textes
Avec l'IA, vous pouvez l'IA est capable de poser des diagnostics, que ce soit en médecine ou dans n'importe quel domaine. Par exemple, à un certain moment, j'avais eu un peu de la conjonctivite au niveau de mes yeux. J'ai pris la capture de mon visage, j'ai envoyé et l'IA m'a proposé tout un diagnostic, n'est-ce pas? Donc, c'est super intéressant de voir une machine qui a des capacités médicales. Mais attention, c'est vrai que l'IA a beaucoup de capacités qu'on peut s'en servir, mais il y a également des limites qui ne remplacent pas l'humain. On va voir ça tout au long de cette émission, notamment quand nous allons voir quelques utilisations bonnes ou mauvaises de l'IA. Alors, Monsieur Gérard Gérold, vous dites que l'IA ne remplace pas l'humain. Chers téléspectateurs, élèves, enseignants, commençons par avoir en bref ce qui va vous permettre de vous imprégner de cette matière que nous sommes en train de partager avec vous ce soir. Dans la plupart de nos écoles, il y a les cours de l'informatique, il y a les cours de la technologie. Et la technologie concerne tout ce qui est fait industriellement. L'informatique, c'est cette intelligence qui fait fonctionner tout ce qui est créé par les machines. Alors, c'est ma façon à moi de l'expliquer, afin de vous le faire comprendre d'une façon simple. Et dans la branche informatique, il y a la programmation informatique, il y a la gestion informatique, maintenance, les réseaux, beaucoup de branches dans l'informatique. Et vous savez très bien que l'informatique a évolué dans les temps avec les découvertes qui ont été faites dans des labos, avec les transistors et beaucoup d'éléments qui ont évolué. Nous savons que nous avons des géants comme Bill Gates, IBM, nous citons les noms par exemple de Steve Jobs avec Apple. Vous savez que ce sont des révolutionnaires qui ont permis d'arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Alors nous avons aussi l'Internet, l'armée qui crée des solutions pour toujours aller plus vite, et des solutions qui sont envoyées vers les civils qui l'appliquent aujourd'hui. Et tout ce dont nous allons parler ce soir, c'est beaucoup plus basé sur Internet. Parce que si nous prenons l'intelligence artificielle dans son sens, ça nous amènerait dans l'architecture, la robotique, comme M. Gérard était en train de le dire, beaucoup d'autres domaines dans lesquels on trouve cette intelligence qui est appliquée. Vous pouvez prendre vos électroménagers à la maison, vous voyez vos télécommandes, tout ce que vous utilisez, vous vivez avec de l'intelligence artificielle depuis très longtemps, mais cette fois-ci, on nous l'a amené de façon à interagir avec nous, et c'est au travers d'une connexion Internet. Et c'est de là que nous allons exactement tirer, c'est de quoi nous partageons ce soir avec M. Gérard Gérold. En parlant, M. Gérard Gérold a dit que vous pouvez interagir avec l'IA dans votre WhatsApp, vous pouvez avoir des applications ou des numéros de communication qui génèrent automatiquement des réponses. Là, c'est déjà au niveau de l'Internet, et c'est ce qui est beaucoup plus utilisé dans nos écoles par les enseignants et les élèves, mais aussi les administrations. Alors, M. Gérard de Moulinda, après que l'élève ou l'enseignant, les parents qui les supportent à la maison aient compris cette explication, comment est-ce que vous nous donnez, selon vous, des avantages et des inconvénients de l'utilisation de cette même intelligence artificielle qui aujourd'hui ne remplace pas du tout l'humain comme vous le dites, mais qui a tendance à interagir avec les humains comme humains? Donc, l'IA a beaucoup d'avantages. L'IA a beaucoup d'avantages. Je vous ai dit ici, c'est grâce à l'IA qu'on peut aujourd'hui créer de machines autonomes. Nous pouvons créer de robots humanoïdes qui aujourd'hui fonctionnent autonomes. En Chine, je vis par exemple où toute une industrie, toute une chaîne d'industrie a été remplacée par des robots. Il n'y a plus d'humains qui travaillent, ce sont des robots autonomes qui y travaillent. Ils sont capables de faire des mouvements, ils sont capables, même quand leur batterie est déchargée, ils sont capables par eux-mêmes de changer, de remplacer des batteries et faire tout le travail que l'humain fait. Et avec l'IA, le travail est plus rapide, le travail est plus fiable. Je vais vous donner un autre exemple, la publication de l'édition de l'examen d'État de l'année passée. Ça a été très rapide, mais aussi fiable, grâce notamment à l'IA, parce que lui a été utilisé, la correction de copies est allée très vite, et à chaque fois que, selon les explications données par la ministre, à chaque fois qu'il y avait vérification de l'humain, la correction était juste. Donc, de ce point de vue, nous voyons que l'IA est vraiment avantageux en termes de fiabilité, en termes de rapidité, et voilà. Maintenant, est-ce que l'IA a des inconvénients? Oui, je dirais d'abord l'IA a des limites. Il n'y a pas une technologie qui n'a pas de limites, qui n'a pas d'inconvénients. Ouais. Et d'ailleurs, quand vous entrez sur ChatGPT, par exemple, Chat vous dit il faut vérifier ses réponses parce que les réponses peuvent être fausses. Ça peut se tromper. Donc, c'est déjà des limites très claires. Mais aussi, chez nous, j'ai remarqué, à force d'utiliser l'IA, certaines données que l'IA génère ne sont pas adaptées à nos réalités. Donc, l'IA ne maîtrise pas toutes les réalités
de notre milieu, vous comprenez. Et donc, de ce point de vue, l'IA est limitée. Et je proposerai d'ailleurs, on verra ça avec le temps, comment je proposerai d'ailleurs que nous puissions adapter cette technologie à nos réalités pour que nous puissions avoir des données réelles, fiables, que l'IA peut disposer et avec lesquelles nous pouvons échanger pour pouvoir trouver de bonnes solutions autour de problématiques avec lesquelles nous échangeons avec l'IA. Alors, vous avez parlé des problématiques Mm. que nous devons résoudre avec l'IA que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Mm. Et vous trouvez que l'IA est beaucoup plus utilisée au niveau des élèves et des enseignants, Mm. j'espère. Oui, l'IA est beaucoup utilisée aussi bien chez les élèves que chez les enseignants, que je sache. Et maintenant, il faut voir, tantôt il y a une bonne utilisation, tantôt il y a une mauvaise utilisation et il faudrait faire la part des choses. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Chez l'apprenant, par exemple, je remarque quand je change avec eux, ils ont souvent une utilisation soit mauvaise, soit limitée de l'IA. Je me justifie. Mauvaise, pourquoi? Parce qu'ils s'en servent souvent pour tricher, n'est-ce pas? Ok. Ouais, j'ai déjà, quand je corrige des copies d'examen, j'ai déjà détecté des textes ou des réponses générées par l'IA. Parce à force de l'utiliser, je sais repérer un texte généré par l'IA et un texte généré par l'humain. Vous comprenez? Il y a par exemple la répétition de mots comment dirais la répétition de mots, comment on appelle ça encore, de connecteurs logiques. Ok. Hein, il y a souvent, c'est facile pour expliquer comme ça, la Oui. répétition de connecteurs logiques dans un texte et l'utilisation des connecteurs logiques qu'on n'utilise pas dans le langage courant. Courant, Vous allez voir, il est crucial quand vous voyez déjà ce genre de connecteur. connecteurs, on sait voir, on sait suspecter que ça, c'est généré par L'intelligence l'IA. artificielle. Et aussi, de réponses qui n'ont pas à voir avec ce que vous avez enseigné. On comprend tout de suite que ça, c'est généré par l'IA. Et ça, c'est une très mauvaise utilisation de l'IA. Avant d'expliquer comment le professeur Aise aussi utilise ça, permettez-moi de continuer un peu avec les élèves. Alors, donc, il s'en sert aujourd'hui pour tricher, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais il n'y a pas que ça. Il s'en sert aussi, il s'en sert aussi de l'IA pour tenir des conversations. Les adolescents tiennent beaucoup, ils échangent beaucoup avec l'IA, notamment avec Gemini, avec ChatGPT. Quand je change avec eux, ils me racontent ça. Et souvent, ce sont des conversations personnelles liées à la vie familiale, liées à la vie personnelle. Ouais. Et ce que je remarquais, et là, c'est là où je vais attirer l'attention de parents, c'est que beaucoup de parents, des familles où les parents sont rares, n'ont pas le temps d'écouter suffisamment les élèves, n'est-ce pas? Il n'y a pas vraiment de dialogue familial. Les parents n'ont pas de temps pour écouter les élèves. Et qu'est-ce qui se passe? Les élèves s'adonnent à l'IA parce qu'ils ont trouvé une forme d'alternative, quelqu'un entre guillemets qui est disponible, qui peut les écouter, qui peut les comprendre et qui peut même les consoler, les proposer des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Et les élèves se confient beaucoup plus à l'IA comme ça. Et ça, ce n'est pas une très bonne chose parce que l'IA ne peut pas remplacer le parent. L'IA n'a aucune expérience réelle, n'a aucune âme, n'a aucune émotion, n'est-ce pas? Et ce n'est pas une bonne chose de laisser que les enfants commencent à échanger beaucoup plus avec l'IA sur des problèmes qui sont les leurs, plutôt que d'en échanger avec le parent qui sont capables de leur donner des orientations nécessaires dont ils ont besoin pour grandir. Okay? Il y a aussi des élèves qui parfois abusent, hein, ils tentent, ils vont plus loin en considérant l'IA un peu comme sa chérie, des choses comme ça, essayer d'échanger, voir comment l'IA interagit. J'ai déjà reçu des témoignages comme ça, et ça, ce n'est pas une très bonne chose parce que c'est source de problèmes. Il faudrait qu'on essaie de sensibiliser nos apprenants, c'est d'ailleurs le sens de cette émission, pour qu'ils sachent comment utiliser l'IA, des limites à ne pas franchir, oui. Mais aussi, l'IA ne peut pas seulement servir de conversation ou de corrections des textes ou de chercher de réponses. L'IA peut aussi être un outil révolutionnaire. Ça peut également servir nos apprenants à des choses beaucoup plus importantes, n'est-ce pas? À des lectures personnelles, à approfondir des matières étudiées, mais aussi à innover. On va voir ça. Ils peuvent utiliser ça pour innover. Quand je regarde ce qui se passe ailleurs, je vois de jeunes gens innover, inventer des technologies grâce à l'IA. Et nos apprenants ne doivent pas rester à la traîne, ne doivent pas faire une utilisation réduite de l'IA. Ils doivent vraiment en faire une utilisation qui permet
euh, qui leur permettent d'innover technologiquement parlant et d'améliorer leur apprentissage. Alors, Monsieur Gérard de Moenda, vous parlez de la pratique. Donc, Mm. avec l'IA, nous pouvons créer de nouvelles outils. Oui. Chers parents et spectateurs que nous suivez, nous sommes en train de parler de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'elle peut améliorer l'éducation en République démocratique du Congo? Monsieur Gérard de Moenda vient de parler d'un point essentiel. J'aimerais que vous puissiez rebondir sur ces points avant de continuer avec l'utilisation de l'IA chez les Chez les enseignants. enseignants. Mm. Parlons de ces élèves. Nous constatons autour de la ville qu'il y a des clubs ou encore des sociétés qui mettent en place des structures pour accompagner effectivement la population dans la création des applications Mm. ou encore la robotique. Nous avons les cas des Orange Digital Center où les jeunes s'y rendent pour maîtriser tout ce qui est numérique, création robotique. Comment pensez-vous que les enfants à l'école sont initiés à toutes ces choses de nouveautés informatiques pour arriver exactement à utiliser l'IA prochainement et produire de nouveaux outils qu'ils peuvent utiliser autour ou dans la communauté? Bon, je pense que dans le programme éducatif de chaque domaine, de chaque option, il faudrait qu'il y ait l'introduction de cours de l'IA. Comment utiliser l'IA dans son domaine de manière efficiente. Vous comprenez? Ce que je pense, c'est ce que nous devons faire. En pédagogie, comment on peut utiliser l'IA dans l'enseignement? Comment on peut utiliser l'IA pour ceux qui font les sciences? Comment on peut utiliser l'IA pour ceux qui font la mécanique? Comment on peut utiliser l'IA pour ceux qui font, je ne sais, l'électronique, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose de comme ça qui va éveiller les élèves, les sensibiliser et leur permettre de faire un très bon usage de l'IA et que l'IA soit devenue productive, vous comprenez? Mais si on le laisse comme ça, une utilisation sans encadrement, sans formation, sans sensibilisation, on ne tirera pas profit suffisamment de l'IA, alors qu'ailleurs où l'IA est bien encadrée, en Chine par exemple, on a introduit le cours d'IA depuis l'âge de 10 ans, je crois, à l'école primaire et dans bien d'autres pays. Et c'est ces pays-là qui introduisent ces cours, ils vont obtenir un grand avantage par rapport à nous qui sommes encore à la traîne. Et après un certain nombre de temps, ces élèves qui suivent ce cours de l'IA depuis l'âge de 10 ans, depuis l'école primaire jusqu'à grandir, ils vont faire des choses extraordinaires. Et l'IA d'aujourd'hui ne serait pas l'IA de demain. L'IA d'aujourd'hui a de contre-performances que nous savons, mais l'IA de demain sera beaucoup plus performant qu'aujourd'hui. Alors, les écoles, les pays qui préparent mieux les enfants et la jeunesse à une meilleure utilisation de l'IA, ce sont ceux-là qui seront encore demain des grands inventeurs de la technologie et nous allons continuer à subir des inventions que les autres font, ce qui va tourner à notre désavantage. Ils vont faire des inventions, que ce soit dans le domaine militaire, que ce soit dans le domaine civil, dans le domaine médical, etc., etc. Mais nous, on restera à la traîne. D'où je pense que nous devons introduire dans le cursus le cours autour de l'IA adapté à chaque domaine pour que chaque élève voie comment il peut mieux utiliser l'IA dans son option, dans son domaine d'études pour en tirer le maximum de profit. Monsieur Gérard, je pense que vous l'avez dit, le message est bien passé. Les décideurs académiques, les promoteurs des écoles, les ministères de l'éducation vous écoutent. Ouais. Et là, vous avez touché à un point qui nous amène directement à parler des enseignants dans leur utilisation et aussi de l'IA. Vous, en tant que professeur au Collège Prince de la Paix, comment pensez-vous que l'IA est un outil qui vous sert? Ou encore, quels sont les usages multiples qu'un enseignant peut utiliser ou se servir de cet outil pour arriver à mieux contrôler l'éducation des enfants? Parce que vous l'avez dit, ces enfants doivent être préparés à avoir des solutions de demain. Bon, je pense que d'une manière générale, je préfère parler des enseignants d'une manière générale. Excusez, l'IA vient aider l'enseignant dans son travail. Premièrement, d'habitude, les enseignants, nous faisons face à une difficulté des manuels scolaires. Les manuels scolaires récents et adaptés. Vous comprenez? On a des difficultés. J'ai déjà entendu beaucoup de professeurs éprouver des difficultés dues au manque de manuels scolaires. Mais avec l'IA, l'IA vient aider, pas totalement, mais vient aider d'une certaine manière à combler ces problèmes-là liés au manque de documents. On va voir comment on emploie ça. Donc ça, c'est un de deux. L'IA est aussi utile dans la préparation. Dans la préparation de cours, dans la préparation de leçons. Le professeur, un professeur averti qui est au courant de l'évolution technologique et qui s'en sert,
peut également s'en servir dans la préparation des leçons. Il peut voir quel matériel didactique utiliser. Il peut demander à l'IA, en plus de ce que lui sait, il peut demander à l'IA de lui proposer des matériels didactiques qu'il peut employer pour telle leçon. Il peut interagir avec l'IA pour qu'il lui propose les méthodes qu'il peut utiliser pour enseigner, comment motiver une leçon difficile, vous comprenez. En lieu et place d'aller demander à un collègue comment ça se passe ici, tu peux commencer à le faire d'abord avec l'IA et ensuite aller interagir avec les collègues. Va enrichir, tout ça va enrichir les débats. Donc, et en plus de cela, les professeurs, quand ils manquent de manuels, n'est-ce pas? J'ai déjà reçu un professeur comme ça, il me dit, bon, ouais, j'ai tel cours, mais je ne sais pas comment, je n'ai pas de manuel, je ne sais pas comment faire. Moi, je lui dis, bon, voilà ce qu'il faudrait faire. Vous prenez le programme national de ces cours-là, ok? Vous saisissez, par exemple, vous entrez dans l'IA, vous saisissez le cours, le nombre d'heures, les titres de la leçon ou du chapitre, l'objectif ou les objectifs fixés par le programme national, les différents points évoqués ou prévus par le programme national, n'est-ce pas? Vous mettez les niveaux, c'est-à-dire la classe des élèves, pourquoi pas la ville, le pays, vous mettez, et vous demandez à l'IA de vous générer la matière, un résumé. L'IA va vous générer la matière. Mais ne vous arrêtez pas là, parce que quand vous vous arrêtez là, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne utilisation. L'IA peut se tromper, comme je l'ai dit, et l'IA peut également produire de matière brute, de contenu brut qu'il faut encore retravailler pour l'adapter pour bien s'en servir devant les élèves. Et donc, quand vous avez la matière comme ça, vous lisez, ne le prenez pas utilisez comme ça, vous lisez, vous pouvez aussi comparer ça à d'autres manuels si vous en avez, et à part ça, d'autres sources. Nous avons l'Internet, n'est-ce pas? Vous pouvez également interagir avec les collègues. Vous avez déjà de la matière avec vous. Vous avez de la matière avec vous et vous pouvez adapter cela encore et s'en servir. C'est de cette manière que l'IA peut aider à ces difficultés de manque de manuel, mais encore une fois de plus, ça ne devrait pas remplacer l'usage de manuel. Ce n'est qu'une aide au cas de nécessité, au cas où il n'y a pas de manuel. Et même quand il y en a, on a besoin, souvent je remarque ça, des manuels, ça vous donne de matière, mais vous sentez que ce n'est pas précis, ou c'est pas précis, ou ce n'est pas très adapté, ou pas très conforme au programme. Vous pouvez comparer ce que l'IA vous génère avec ce que le manuel vous propose et produire un résumé qui vous convient. C'est de cette manière qu'on va voir et on verra ensuite si l'IA peut être, à quel moment ça peut être une menace. Alors, vous avez parlé de l'enseignant qui devrait s'inspirer de l'IA pour préparer son programme académique, si je peux le dire ainsi, en s'inspirant aussi auprès de ses autres collègues qui peuvent l'aider. Alors, pensez-vous qu'à ce niveau, toute personne, même qui n'a pas été dans une formation pédagogique, peut aussi enseigner? En répondant à cette question, M. Gérard, j'aimerais que vous puissiez tenir compte de cette remarque. Pensez-vous que l'élève qui reste lui-même à vouloir utiliser que l'IA pour obtenir des connaissances, l'IA, en ces cas-là, peut-elle remplacer les professeurs? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que l'IA peut remplacer les professeurs? Je l'ai dit ici d'entrée de jeu que l'IA ne peut pas remplacer l'humain. Pour plusieurs raisons, je vais vous évoquer. D'abord, comment l'élève peut utiliser l'IA? En plus de cours qu'il a à la maison, n'est-ce pas? Je crois qu'avec l'IA, l'enfant qui connaît bien utiliser l'IA, il devient davantage l'acteur principal de son instruction. Dans la mesure où il peut lui-même, avec son téléphone, avec l'IA, approfondir la matière qu'il a suivie à l'école. Chercher des exemples plus concrets du cours théorique qu'il a suivi à l'école. Parce que souvent, quand on enseigne à l'école, on n'a pas le temps de donner des exemples concrets. On n'a pas toujours le temps de donner des exemples concrets à chaque point qu'on enseigne. J'ai remarqué ça. Il y a des professeurs, des fois, quand ils enseignent, ils enseignent, ils passent sans donner des exemples, n'est-ce pas? Mais l'élève peut ne pas comprendre des théories comme ça. Mais quand il rentre seul à la maison, il peut s'asseoir. Là où il trouve qu'il n'a pas compris, là où c'est flou, il peut demander à l'IA. L'IA peut mieux expliquer. Il peut saisir
les résumés du cours, cette partie-là, l'IA peut mieux l'expliquer et lui donner des exemples concrets afin de mieux comprendre le cours. Et un cours qui est mieux compris, l'élève s'en servira dans sa vie courante beaucoup mieux que celui qui n'a pas compris ces cours-là. Ça ne servira que d'une connaissance qui n'aura aucune utilité pour lui. Donc, l'enfant va devenir une tête bien faite s'il sait bien utiliser l'IA. Mais est-ce que, peut-être pour vous répondre, est-ce que ça va remplacer cette façon de faire, ça va remplacer l'enseignant? Non, pas du tout, je ne pense pas. L'IA ne vient que comme un assistant et non pas comme un humain qui vient remplacer le travail de l'enseignant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers, par ailleurs, qui sont remplacés par l'IA, mais l'enseignement, je ne crois pas, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que l'enseignant ne transmet pas que des connaissances théoriques. L'enseignant discipline l'élève. L'IA ne va pas te discipliner, mais l'enseignant peut discipliner l'élève. L'enseignant forme les attitudes de l'élève. L'enseignant forme les comportements, transmet les valeurs de l'élève. Comprenez? Vous êtes dans la salle de classe, un élève qui dérange, le professeur peut lui dire hey, arrête de déranger, tu es dans la salle de classe. Ou le professeur peut même punir et dit bon, va devant, mets-toi debout parce que tu n'arrêtes pas de déranger. Vous comprenez? C'est une manière de former les comportements, les valeurs, de transmettre les valeurs. Mais l'IA va faire ça? Non. Même si on mettait un dispositif robotique dans la salle de classe qui est en train d'être, comme j'en ai vu, oui, j'en ai vu quelque part dans les réseaux sociaux, okay. On peut mettre un dispositif de robots, n'est-ce pas? Et les élèves assis comme d'habitude, et ces robots-là en train de parler, de mieux expliquer et tout et tout. Mais même si on fait cela, ce n'est qu'un robot, il est manipulable par l'humain, n'est-ce pas? Et donc, ça ne sera pas remplacé. L'enseignant a de l'expérience de la vie et de ce qu'il enseigne, des matières qu'il enseigne, mais que l'IA n'a pas. L'IA n'est qu'une machine, n'est qu'une programmation, et l'IA ne se limite qu'autour de cette programmation-là. Autour de cette programmation-là. Donc voilà, beaucoup de raisons, je pourrais vous en citer beaucoup plus d'ailleurs, si on avait encore le temps, qui montrent que l'IA ne peut pas remplacer l'enseignant. Alors, Monsieur Gérard, dans votre intervention, si nous ouvrons une parenthèse pour donner un constat, vous avez parlé d'un robot qui est placé devant les élèves et qui peut leur parler. Et vous avez parlé de l'enseignant qui peut utiliser l'intelligence artificielle dans son travail. Regardez les professeurs d'université qui sont amenés à voyager de pays en pays, de lieu en lieu. Ne pensez-vous pas que ces robots soient une solution pour eux de donner la même matière dans 10 universités à la fois sans qu'ils ne soient présents? Oui, non, les robots n'est pas une solution comme je vous ai dit. Les robots, l'IA est très limitée. L'IA, c'est vrai, elle a beaucoup de capacités, mais elle n'a pas toutes les dimensions que l'homme a. La dimension cognitive, la dimension spirituelle, la dimension d'âme. Non, l'IA n'a pas ça. Vous comprenez? L'IA est limitée et l'IA ne peut pas remplacer l'humain. Je vous ai dit ici que l'enseignant ne transmet pas seulement de matière théorique, mais il éduque aussi. Il éduque et même la matière qu'il transmet, il les transmet en fonction de son expérience propre, de ce qu'il enseigne. L'enseignant a des objectifs clairs qu'il poursuit, n'est-ce pas, en fonction du programme national. Et en fait, l'enseignant, souvent, nous allons au-delà du cours pour transmettre des valeurs patriotiques républicaines, n'est-ce pas? Je ne crois pas que l'IA va faire tout ça. Les décloisonnements de matière, je ne crois pas. Mais l'enseignant peut aller au-delà de son cours pour transmettre des valeurs républicaines, des valeurs spirituelles, des valeurs morales que l'IA n'est pas forcément capable de faire. Donc voilà. Donc en ajout de l'assistance de l'IA, nous pouvons comprendre que des dispositifs robotiques peuvent être utilisés, mais manipulés, commandés par un enseignant qui est derrière ces dispositifs pour les contrôler, partout savoir faire les actions avec les élèves. Bon, je ne crois pas même que ce soit une bonne chose qu'il y ait ces dispositifs-là dans la salle de classe et que le prof ne soit là que pour contrôler ces dispositifs. Comment contrôlez-vous ces élèves qui font les cours en distance en ligne? Oui, mais les cours, bon, je n'ai jamais participé à un cours à distance en ligne, je ne sais pas trop bien l'expérience, mais je pense que dans mes renseignements, à un certain moment, je prenais des renseignements des études, comment les études sont organisées à Paris, en France. Même quand vous faites des cours en ligne, à un certain moment, on va vous demander d'aller sur place
pour passer un stage, passer à une évaluation. On demande votre déplacement, que vous alliez en France sur place. Ce qui signifie que même la machine ne suffit pas. À un certain moment, on a besoin de l'humain, de l'intervention de l'humain. Monsieur Gérard, ne pensez-vous pas que cette pratique d'utiliser l'IA, comme vous l'avez dit, qui devient assistant aux élèves, est en train d'éliminer la lecture, la bibliothèque? Où sera la place de la bibliothèque si l'élève devrait se ressourcer avec l'intelligence artificielle dans son téléphone et sa machine? C'est là où c'est regrettable. Et ce n'est pas seulement chez l'élève, mais même chez nous, les professeurs. On lit de moins en moins le manuel, les livres, on consulte de moins en moins la bibliothèque, on se confie plus à la machine. Or, moi, quand je lis l'IA, je vois beaucoup de limites. Et donc, un bon enseignant, c'est celui qui a beaucoup de sources. Il y a les manuels scolaires, il y a l'IA, il y a l'Internet, il y a les amis, les collègues professeurs. Il faut un peu utiliser toutes ces sources-là pour davantage s'armer, davantage s'instruire, se cultiver pour mieux enseigner. Il ne faudrait pas s'arrêter sur l'IA, ce ne serait pas une bonne chose. Et nous devons lutter contre cela et dire à nous-mêmes, les enseignants et aux élèves, l'IA ne vient pas remplacer ni les livres, ni les professeurs, ni les amis. C'est un outil de plus que nous avons, que nous pouvons utiliser pour mieux maîtriser ce que nous apprenons. C'est ce qu'il faudrait dire aux enfants. Et en plus de ça, il faudrait mettre en place au niveau des écoles des programmes de lecture obligatoires et volontaires. Ça dépend du cadre, n'est-ce pas? Où l'enfant, moi je vous ai dit que je fais à un certain moment le collège, j'étais sur les Chalaisiens de Don Bosco. Il y avait un moment, des moments de lecture. On vous donne des manuels, vous allez vous lisez. Donc les écoles doivent mettre en place des mesures comme celle-là pour stimuler la lecture chez l'élève. Mais en même temps, leur permettre d'utiliser l'IA en bon escient, en leur formant, en leur sensibilisant sur comment bien utiliser l'IA. Alors, Monsieur Gérard, si nous parlions comme informant, parce que, chers téléspectateurs, nous vous rappelons que ce soir, nous parlons de comment l'intelligence artificielle peut améliorer l'éducation en République démocratique du Congo. Nous parlons de l'amélioration de l'éducation. Ce qui veut dire que nous avons déjà notre système traditionnel qui existe, où nous avons un professeur qui interagit avec les élèves, une bibliothèque où nous devrions aller tous lire. Et aujourd'hui, nous avons cette facilité de pouvoir nous ressourcer encore plus avec des réponses exactes qui nous viennent de l'intelligence artificielle à vérifier pour savoir si cela répond à notre réalité. Si nous devrions parler comme informant, nous savons pour la plupart ChatGPT, Gemini, les autres outils qui permettent de faire des mémoires pour les étudiants à l'université, beaucoup d'autres outils. Si nous devons informer, M. Gérard, notre public pour ceux qui n'ont pas encore utilisé l'IA, les élèves surtout, qui, et quand les camarades réussissent, ils ont des connaissances en plus et sont toujours en train de stagner. Dans le passé, nous parlons des navigateurs Internet, on pouvait poser des questions, mais aujourd'hui, ces outils d'IA, comment est-ce que vous pensez que l'IA peut permettre un enseignement personnalisé à cette personne que nous informons d'abord de l'existence de l'IA? Et comment est-ce que cette IA peut aider les élèves en difficulté pour devoir mieux s'en sortir dans leurs études aujourd'hui en République démocratique du Congo? Oui, ça c'est une très bonne question. L'élève en difficulté, comment il peut se servir de l'IA pour une étude personnalisée? Bon, voilà. Supposons que l'élève est en difficulté en mathématiques. Il n'a pas la maîtrise de la mathématique, il ne comprend pas ce que le prof enseigne en classe. Eh bien, seul à la maison, il peut s'asseoir et informer l'IA que j'ai des difficultés au niveau de la mathématique. Je suis élève, j'ai de tels niveaux, de telles classes, dans telle ville, dans tel pays. Vous voyez ces éléments-là qu'il faut renseigner pour permettre à l'IA de te donner des réponses adaptées. Alors, vous lui dites que vous êtes en difficulté. Si nous pouvons d'abord récapituler ce que vous venez de dire, comment l'élève devrait faire, comment il devait s'adresser à son intelligence, et c'est ChatGPT auquel vous avez dit comment il devait le faire? Oui, il est devant ChatGPT, il écrit, il se présente. Moi, je suis élève tel, il peut ne pas mettre son vrai nom, ça dépend. Et je suis en telle classe, tel niveau, dans telle ville, dans tel pays. J'éprouve des difficultés en mathématiques. Voici les programmes prévus pour nous en mathématiques. Vous reprenez le plan du cours, de votre cours. Alors, vous dites que voici les programmes, le plan du cours, et actuellement, nous sommes à tel niveau, mais moi, je ne m'en sors pas. Essaye de m'aider à identifier mes propres difficultés en mathématiques. L'IA va te poser un certain nombre de questions qui vont la permettre
d'identifier tes difficultés et savoir comment t'aider. Et ensuite, vous pouvez lui dire, aidez-moi à relever mon niveau. Si vous avez étudié des limites que vous n'avez pas compris, l'IA va revenir en arrière va revenir à la leçon précédente, la leçon qui précède les limites, pour mieux vous expliquer ça. Si vous ne comprenez pas, elle revient, elle fait encore marche arrière, jusqu'à ce qu'elle va arriver à un niveau où vous êtes. Là, vous comprenez. À partir de ces niveaux-là, vous pouvez progressivement aller, avec plusieurs séances, progressivement aller avec des exercices pour que tu comprennes ce qu'il y a fait. Encore une fois de plus, l'idéal serait de trouver un enseignant à la maison qui vous encadre. Mais faute de cela, vous pouvez procéder de la sorte. Ça peut vous aider, si pas à 100%, peut-être à 50%, 60% à relever votre niveau. Cette explication, Monsieur Gérard Gérald, j'espère que nos téléspectateurs ont compris et les parents peuvent encore répéter aux enfants comment utiliser. Je pense que même les enseignants à l'école peuvent aider les enfants à utiliser mieux cet outil pour ne pas se perdre dans la manière de poser des questions. Vous avez dit tout à l'heure, certains considèrent l'IA comme leur ami pour Oui, tout à parler des fait, affaires comme ami émotionnelles. émotionnel, oui. Alors, Personnel. je pense que les enseignants devraient aider les élèves à ce niveau. Les parents aussi, c'est votre responsabilité. Et Le je ministère me de permettez sur ce l'Éducation. point, ça m'est déjà arrivé de donner un devoir de recherche aux enfants. Oui. Je leur ai dit, consultez l'IA en posant exactement telle question, mais consultez aussi Internet en tapant telle question sur la barre de recherche. Prenez-moi ces réponses, comparez. C'est déjà une manière de les initier à savoir comment bien utiliser l'IA. Et ensuite, je leur ai demandé de donner leur point de vue personnel. Et moi, en tant qu'utilisateur de l'IA et avec mon expérience, je saurais voir s'ils ont réellement fait ça. Là où il y a leur réflexion personnelle et là où ils ont lu sur Internet et là où ils ont lu sur l'IA. Alors, chers parents, vous comprenez, nous parlons de comment l'intelligence artificielle peut améliorer l'éducation en République démocratique du Congo. Et là, nous sommes en train de marteler sur les points où vos enfants, avec leurs tablettes, leurs ordinateurs, leurs téléphones, les étudiants ou les administrateurs, pourquoi pas, vous pouvez mieux vous servir de cet outil pour avoir des réponses adéquates si vous posez des questions adéquates, comme M. Gérard venait de nous le dire. Pendant que nous sommes en train de chuter dans cette émission, nous aimerons voir certains défis qu'il y a en République démocratique du Congo pour son utilisation. Mais d'abord, commencer par comprendre avec M. Gérard, est-ce que l'intelligence artificielle peut améliorer l'orientation scolaire? Oui, ça c'est vraiment une très bonne question. L'intelligence artificielle peut effectivement améliorer l'orientation scolaire des élèves. Aussi bien améliorer les capacités d'orienter, des conseils d'orientation, que aider les élèves à mieux s'orienter. Comment? J'essaie de vous expliquer. L'élève peut demander à l'IA, je suis élève X en 7e année ou en 7e année par exemple, ou finaliste, bientôt je vais prendre mon inscription à l'université, alors aidez-moi à m'orienter. Alors l'IA va te poser un certain nombre de questions et en répondant, tu auras des réponses. Et si tu es capable de dire, bon, moi j'aime ça, voici mes intérêts, voici mes capacités, l'IA va t'aider. Ou bien tu peux même faire la capture de votre bulletin. Vous comprenez? Vous faites la capture de votre bulletin, vous demandez à l'IA d'examiner vos points forts, vos points faibles et de vous donner une orientation, un domaine d'études qui est adapté à vos capacités et qui soit profitable au niveau de votre région. Cela est faisable. Alors, pour parler des défis, justement, je pense que nous avons intérêt, je suggérerais au ministère de l'Éducation de créer une structure qui aura entre autres pour mission de développer une IA locale adaptée à nos réalités, de promouvoir la bonne utilisation de l'IA au niveau des écoles et dans nos familles, n'est-ce pas? Et aussi de voir comment l'IA peut générer des ressources susceptibles de financer les réformes éducatives. Je pense que c'est vraiment possible. Ça, c'est vraiment une idée que je tenais à partager avec le ministère de l'Éducation. Et aussi, de faire des formations continues. Ça, c'est au niveau des écoles, que les écoles essaient de voir comment on peut organiser des séminaires autour de l'utilisation de l'IA. Ouais, à la veille de chaque année scolaire, on organise toujours des séminaires. On intègre ça comme thème pour que les enseignants témoignent de leur utilisation de l'IA et qu'avec des personnes ressources, qu'on apprenne comment mieux utiliser l'IA au niveau dans nos écoles.
Alors, Monsieur Gérard, nous nous adressons maintenant au ministère de l'Éducation, le ministère est là pour amener des réformes dans l'éducation. Et ces vents de la technologie vient sans que le ministère ait une décision à prendre là-dessus, parce que le numérique, c'est partout. Comment pensez-vous aujourd'hui qu'avec l'influence du média, des réseaux sociaux ou encore des influenceurs de tout genre, ces enfants qui sont exposés à toute forme de connaissances peuvent être instruits avec l'IA comme faisant partie d'une éducation souveraine? Alors, j'ai dit ici qu'on doit intégrer ça dans la formation des élèves. Hein, de deux, vous savez, récemment, le président français Emmanuel Macron, il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. Il voulait qu'on retire cette vidéo, mais Facebook a refusé. Tout simplement parce que Facebook, c'est une invention américaine pour laquelle la France n'a pas de contrôle, n'est-ce pas? Alors, ça peut aussi également nous arriver, nous, si on n'a pas une IA souveraine. Et on aura du mal à contrôler certains contenus qui peuvent être contre notre État. Donc, nous devons faire en sorte que nous puissions développer nous-mêmes l'IA, voir la chaîne, la chaîne industrielle de fabrication de l'IA du point A au point Z, comment ça se passe, expliquer ça à nos élèves qui font la technique et les outiller de manière à ce qu'ils tentent de créer une IA propre à nous. Ce n'est pas impossible, c'est un rêve ambitieux, mais c'est possible si on s'y mettait, s'il y a assez de volonté. Et aussi, l'IA que nous avons, nous pouvons, nos élèves peuvent créer des applications de l'IA dans lesquelles ils mettent des données caractéristiques de nos milieux pour permettre à l'IA de nous générer des réponses très adaptées, des analyses très adaptées et qui vont nous aider à mieux avoir des solutions autour de problèmes que nous avons. Monsieur Gérard, votre message de fin dans 30 secondes à nos téléspectateurs qui vous suivent en ces moments? Ouais, en fait, je dirais que nous devons utiliser l'IA. N'hésitons pas, c'est une invention majeure, on ne va pas reculer, utilisons-la, mais de bonnes manières. N'osez pas vous demander un test que l'IA vous génère et puis vous l'utilisez comme ça, sans les lire, sans l'apprécier, sans le modifier au besoin. Ça, c'est une mauvaise utilisation. Il faudrait utiliser l'IA pour de bonnes choses. Il ne faudrait pas générer des vidéos intox qui détruisent les autres. Non, il faudrait utiliser l'IA avec éthique pour que ça construise notre société et non pas que ça détruise l'éducation, encore moins notre société. J'ai appelé l'exploiteur, utilisez l'IA avec éthique pour arriver à apporter des solutions autour de vous. Chers enfants, formez-vous dans le numérique, la robotique. Chères écoles, renforcez l'éducation des enfants dans le domaine de l'informatique. Chers parents, suivez vos enfants de plus près pour savoir ce qu'ils font avec leur téléphone ou tablette. Vous avez d'ailleurs des possibilités de contrôler cela à distance ou encore chaque soir quand vous rentrez à la maison. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission Parlons Éducation qui vous a été présentée par Dieudonné Kapajika avec sur ces plateaux de Yousra Télévision, Messieurs Gérard de Moulinda. Nous émettons à partir de Kinshasa en République démocratique du Congo. Nous espérons que ces connaissances vont servir les peuples de l'Afrique francophone et tous ceux qui nous suivent sur nos plateformes dans les langues interprétées et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine.